et mon Afrique. Oui, salutations à tous, salutations à la communauté. C'est Egouti Béanzin en direct d'Afrique du Sud. Nous sommes à Johannesburg et vous êtes dans l'émission Rendez-vous géopolitique ce soir et nous aborderons la question de la grande stratégie russe face à l'opération spéciale en Ukraine avec mon invité Alexandre Boubrov, directeur de la faculté des relations internationales du MJMO Moscou en Russie. Je vous l'avais promis que nous allons faire une émission pour parler de l'opération spéciale en Ukraine parce que vous le savez que les médias occidentaux, la presse, les journalistes, les médias mensonges ne disent pas la vérité concernant l'opération spéciale en Ukraine. Donc ce soir, nous avons décidé de faire notre propre émission pour éclairer l'opinion internationale, mais surtout le peuple africain, parce que nous sommes au courant que beaucoup en Afrique suivent ce qui se passe en Ukraine, parce que oui, je le dis, j'assume, vous savez que la victoire de la Russie n'est pas seulement une victoire pour la Russie, mais pour le monde entier, pour les peuples opprimés du monde entier qui se battent pour se défaire de l'impérialisme, de l'hégémonie occidentale et surtout les peuples d'Afrique. Donc si la Russie gagne en Ukraine, vous savez, c'est aussi les peuples africains qui subissent l'hégémonie, l'impérialisme, le néocolonialisme, qui gagneront. Donc nous avons choisi notre camp. Les Occidentaux n'ont pas honte de choisir leur camp. Ils s'assument, ils se réunissent pour prendre des décisions, pour envahir des pays, pour coloniser des pays. Alors il est temps que les peuples opprimés du monde entier s'unissent aussi pour faire bloc face à l'hégémonie occidentale. Donc nous sommes avec notre invité, mais avant de démarrer, je vais vous présenter le modérateur ce soir qui est là, Monsieur Tanguy. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Et bien évidemment qu'on ne peut pas commencer l'émission sans remercier nos partenaires de Impulse Radio et Impulse Group. Yes, thank you. Merci à vous. Vous êtes la bienvenue. C'est la maison de la maison africaine. Nous sommes là pour étayer la lumière et nous avons un honneur de vous avoir en studio. Donc, c'est à vous la parole et on essaiera de vous assister au maximum. Bien évidemment. Alors, je te remercie. C'est la première fois que je me retrouve dans le fauteuil de présentateur. Mais ce n'est pas un problème. On est tout terrain et on va vite s'habituer. Alors, je pense que maintenant, nous allons démarrer. Je vais donner la parole à notre invité pour qu'il puisse se présenter, n'est-ce pas? Exactement. Parce que là, nous sommes à la maison, nous sommes entre nous. Et je donne la parole, si c'est possible, pour que Monsieur Alexandre puisse se présenter. Merci. Merci, chers collègues. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité afin de discuter cette thématique, l'opération spéciale en Ukraine. Et je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit dès le début, parce que oui, c'est la victoire russe en Ukraine, c'est la victoire pour tout le monde, parce que oui, toutes ces choses, je voudrais les éclaircir plus profondément pendant cette heure. Et également, je voudrais dire que je représente l'Institut des relations internationales de Moscou. Ce n'est pas juste un institut, c'est peut-être un leader parmi tous les pays occidentaux en matière des relations internationales. Et beaucoup de spécialistes estiment que notre institut est aussi très intéressant. C'est pourquoi
j'espère que certains qui vont entendre notre discussion aujourd'hui, peut-être un jour sera notre étudiant. C'est pourquoi nous sommes ouverts à toutes les applications, surtout les applications provenant de l'Afrique, parce qu'on attend des étudiants en Afrique pour qu'on puisse nous échanger en matière géopolitique. D'accord. Oui, c'est une boucle. Merci beaucoup pour la présentation. Et j'espère que en Russie, je sais que nous sommes suivis en ce moment en Russie. Donc, je pense que nous allons aborder les questions que nous avons préparées pour vous, Monsieur Alexandre, parce que vous savez que beaucoup de personnes veulent comprendre, veulent savoir la vérité. Et je pense que ce soir, nous allons éclairer, enfin, essayer d'éclairer au maximum à ces personnes pour que les gens comprennent, parce qu'on sait que les médias occidentaux, soit c'est la censure, ils ne veulent pas donner la parole à la Russie pour s'exprimer, pour donner sa version, ou il y a une modification des faits, il y a du révisionnisme de l'histoire, des faits, de ce qui se passe en ce moment en Russie. C'est-à-dire que, vous savez, les Occidentaux ont cette manière de faire les choses. Il n'y a qu'une seule version, c'est la version occidentale, mais ceux qui se défendent ou ceux qui sont opprimés, on ne leur donne pas la parole, on n'écoute pas leur version. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé ce soir de vous inviter dans mon émission Rendez-vous géopolitique pour que ensemble, alors on espère que vous allez éclairer. Alors la première question que nous allons poser, comme les gens ont pu, vous pouvez le lire sur l'émission, c'est la grande stratégie de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Alors, la première question, Monsieur Alexandre, quels sont les objectifs de la grande stratégie russe face à l'opération spéciale en Ukraine? Oui, merci beaucoup pour cette question et pour donner la réponse exacte, il faut comprendre la situation générale qui existe maintenant entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne les objectifs de cette opération, ces objectifs ont été énoncés par notre président dès le début dans son discours du 24e février il y a un an, 2022, et il a dit que c'est la dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Oui, c'est deux objectifs. Ces deux objectifs sont un moment clé pour sauvegarder les peuples russophones du Donbass. Maintenant, on va consacrer le temps pour expliquer ce qui est exactement la dénazification et démilitarisation. La dénazification, c'est une notion qui crée un lien entre les politiques ukrainiens contemporains qui ont choisi comme leur idéologie nazisme. Ce nazisme qui existait en Allemagne au XXe siècle. Et ces gens, ils partagent les mêmes idées en ce qui concerne tuer les russophones, tuer les juifs, tuer autres gens pour des fins, je dirais, absolument artificielles, parce qu'ils ils font leur idéologie sur la base de la suprémacisme de cette race blanche, et tous ceux qui essayent de, je ne sais pas, qui osent poser la question ou
battre à l'encontre de ces gens-là, il faut les éliminer. Les éliminer, les tuer. Oui, et les tuer, exactement. C'est exactement ce qui se passait en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait les collaborationnistes qui ont partagé les idées de Hitler en Ukraine, et c'est pourquoi ils ont mené la guerre contre les communistes et contre l'Ukraine communiste, parce que l'Ukraine a été en part de l'Union soviétique, fait partie de l'Union soviétique comme un pays. Et maintenant, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes politiques qui essayent d'utiliser les mêmes idées pour, je ne sais pas, pour sauvegarder leur pouvoir dans ce pays assez pauvre. Et c'est toujours dans les pays pauvres que ces idées enracinent. C'est pourquoi la dénazification pour nous, ce n'est pas uniquement le but de l'histoire contemporaine, mais aussi quelque chose qui est très important parce que nous sommes le pays qui a vaincu dans la Seconde Guerre mondiale, et réhabilitation de cette idée, pour nous, c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Le deuxième but, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Et maintenant, oui, nous sommes très loin de cette idée stratégique, parce que l'Ukraine maintenant est très militarisée. Elle est militarisée par les pays occidentaux qui utilisent l'Ukraine contre la Russie. Et c'est pourquoi maintenant, ce n'est pas la guerre bilatérale entre nos pays, mais c'est une guerre que la Russie mène contre l'ensemble des pays occidentaux. Oui, exactement, parce que leur soutien, ce n'est pas le soutien, je ne sais pas, de forme technologique. Il y a beaucoup de gens qui mènent la guerre contre nous. Il y a beaucoup on va dire, de captivés occidentaux. Oui, on va dire, sans te couper, Alexandre, si je comprends bien, c'est comme si il y avait des puissances impérialistes cachées dans l'ombre qui attendaient peut-être le moment de s'unir et de soutenir un pays contre la Russie, à défaut que eux-mêmes ne puissent directement venir en face pour affronter militairement la Russie, qui est, rappelons-le, une puissance militaire, mais aussi une puissance nucléaire. Donc, on utilise, au fait, en quelque sorte, les nazis, les ukro-nazis de l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Donc, en ce moment, la Russie n'est pas en train d'affronter un seul pays, mais la Russie affronte, il faut le dire, l'OTAN, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et les supplétifs de ces pays qui soutiennent l'Ukraine contre la Russie. C'est ça? Absolument, parce que pour comprendre que c'est l'ensemble de pays occidentaux, il faut jeter un coup d'œil sur la liste des prisonniers dans les républiques du Donbass captivés par les forces russes. Ce sont les Américains, les Français, oui, les Canadiens, les gens qui non seulement soutiennent l'Ukraine militairement, mais aussi personnellement, parce que c'est exactement ce qu'ils le font là-bas dans les républiques du Donbass. Ils mènent la guerre contre les Russes. Oui, et c'est pourquoi c'est exactement la manifestation de toutes ces idées que vous avez déjà exprimées. Mais du coup, avant de passer à la prochaine question, est-ce que finalement, si on le sait, parce que tu viens de rappeler quand même que
les prisonniers de guerre, on peut le dire comme ça, même si pour nous, c'est plus des terroristes, des mercenaires de ces pays, c'est-à-dire parce que sous la bannière de volontaires, on sait que, moi j'ai lu des rapports russes qui ont dévoilé qu'il y avait beaucoup de soldats, parce que derrière la propagande de civils qui vont en Ukraine pour soutenir l'Ukraine, en réalité, ce ne sont pas des simples civils, mais ce sont des soldats, hein, non officiels qui vont en Ukraine affronter l'armée russe. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai parce que ces gens-là, et je dirais non seulement sur les mercenaires, sur ces tués à gages ou d'autres personnes, mais aussi les gens militaires qui sont officiellement implantés en Ukraine, ils utilisent les peuples civils comme un bouclier, juste pour sauvegarder eux-mêmes. Mais néanmoins, la Russe met l'opération spéciale, je dirais, avec beaucoup d'attention pour ne pas tuer ces gens-là, parce que la Russie ne mène pas cette guerre contre les peuples ukrainiens, parce que nous sommes les pays très étroits. On a beaucoup de familles qui ont leurs proches qui habitent là. Et c'est pourquoi la dénazification et la démilitarisation sont les bouts très étroits. C'est-à-dire, il faut mener une guerre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de patience pour ne pas éliminer l'ensemble de la population ukrainienne, parce que ce n'est pas notre but. C'est juste pour exactement éliminer le défi qui est relevé et ces mercenaires occidentaux qui sont s'implanter en Ukraine, mais aussi, oui, les forces ukrainiennes, parce que maintenant, ils utilisent beaucoup d'armements provenant des pays occidentaux à l'encontre de la Russie. Oui. Par exemple, aujourd'hui, ils ont bombardé la Crimée, la ville de Sébastopol, et peut-être à Moscou, beaucoup de moscovites, ils attendent les attentats provenant du drone qui visent des bâtiments à oui, Moscou. Oui. Exactement. Nous allons y revenir. Effectivement, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le début de ce conflit, parce que je tiens à le rappeler que personne n'est pour la guerre. Mais dans une guerre, il n'y a pas de méchants ni de gentils, comme les Occidentaux essayent de faire croire. C'est-à-dire que la Russie serait le méchant loup, la méchante, et les ukro-nazis, l'Ukraine, la victime. Non, il y a un début. Et ce début-là aussi, c'est dû aussi au génocide, au crime que les Ukrainiens font sur les peuples, comment dire, du Donbass depuis maintenant 14 ans. Je sais, j'ai cru lire les chiffres, je crois, reconnus par l'ONU. Il y a plus de 20 000 morts avant le début de l'opération spéciale en Ukraine, dans le Donbass, tués par les Ukrainiens, l'armée ukrainienne qui bombarde, etc. C'est vrai? Oui, absolument. Et pour comprendre l'évolution de ce conflit, tout d'abord, il faut comprendre l'histoire. L'Ukrainien, comme un pays indépendant, a proclamé une indépendance il y a 30 ans. Mais l'Ukraine, c'est un pays qui a fait partie de la Russie, de l'URSS, de l'Empire russe depuis beaucoup de siècles. Et c'est pourquoi tous ces liens qui existent entre nos deux pays, ils sont très étroits. Par exemple,
moi-même, j'ai un grand père qui a été né en Ukraine et puis il a moved. Il est mort. Non, non, il s'est déplacé. Il s'est déplacé. Il a émigré. Okay, oui, il s'est Il s'est déplacé déplacé. à Saint-Pétersbourg et c'est pourquoi il est presque impossible de dire si il est un russe ou il est un ukrainien. Et la même chose, on peut voir avec beaucoup de familles parce que ils sont inséparables en ce qui concerne les liens qui existent entre nos deux pays. D'accord. Après l'indépendance, l'Ukraine a été divisée entre deux parties. La partie russophone, Oui. et ça c'était à l'est du pays, c'est les républiques du Donbass, c'est la Crimée, et c'est également la population dans les régions alentour de Kiev, parce que Kiev, comme une capitale, a été également divisée entre les russophones et les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, ils ont beaucoup de questions en ce qui concerne comment créer leur pays indépendant. Il y avait deux variantes. Le premier variant, c'était de créer un pays fédéraliste pour démontrer que leur pays consiste de beaucoup de gens. Ce sont les russophones, je ne sais pas, les juifs, les hongrois, les biélorusses, et ils sont ensemble réunis dans ce pays-là comme un projet politique. Comme par exemple en Afrique du Sud, il y a beaucoup de peuples qui maintenant habitent dans ce terrain-là, mais ils sont réunis par un projet politique. Exactement. Il y a 9 langues, mais quand même, c'est un pays unifié. La même chose, c'était un des deux variants du pays en Ukraine. Mais ils ont choisi la deuxième variante de créer un État anti-russe. Il y avait un livre qui a été créé par la deuxième présidente de cette république, Monsieur Kuchma, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Ukraine n'est pas la Russie ». La Russie. Et quand vous créez un projet anti-russe, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre idée comment réunir les gens. Et c'est un peu bizarre, c'est étrange de créer quelque chose qui je sais pas, qui est si négatif, qui divise. Oui, qui divise les gens qui habitent dans ce terrain-là. Et c'est pourquoi, dès le début, les russophones dans toutes ces régions de la Crimée, de l'Est de l'Ukraine, ils étaient artificiellement divisés par cette idéologie nurturée par les officiels du Kiev. Et c'est pourquoi, dès le début, il y a des motivations peut-être de rejoindre la Russie. Okay. Mais la Russie, dans les années 1990s, les années 99, tu peux expliquer en français? 99. 99. Oui, merci. Dans les années 99, a subi une crise énorme sociale et économique après la dissolution de l'Union soviétique. Et c'est pourquoi le Kremlin n'avait pas beaucoup de ressources pour soutenir les russophones qui habitaient en Ukraine. Et pendant ces 30 ans, les russophones qui habitaient en Ukraine, ils comprenaient que c'est inutile d'attendre l'assistance de la Russie parce que la Russie a un autre chat à fouetter. Et c'est pourquoi chaque élection présidentielle était, je ne sais pas si instable, parce qu'il y avait un candidat qui représentait le champ occidental, occidental, oui, occidental, et
orientale. Et par exemple, les élections de 2004, il y avait M. Yushchenko qui représentait Occident. Et il y avait Yanukovych qui représentait l'Orient. Et il y avait 3 étapes de cette élection. Mais comme vous le savez, on ne peut pas avoir plus de 2 étapes des élections parce qu'il y a un premier tour parmi les, je ne sais pas, une dizaine de candidats et les 2 premiers candidats, ils entament la 2e étape de cette élection face à face. Okay. Exactement ce qui s'est passé en 2004. Yanukovych, qui représentait le champ oriental, il a vaincu cette étape. Mais les gens qui ont été contre ce don politique, ils ont créé la première révolution de Maïdan. Ce n'est pas la place, oui. Oui, c'est 2004, il y a 10 ans. Et c'est pourquoi il décidait de créer une 3e étape illégitime pour donner la victoire à M. Yushchenko. Et ça, c'était la première manifestation de cette division qui existait entre les 2 parties de ce pays-là. Parce qu'il y a eu... pendant les 10 ans à suivre, cette division devenait beaucoup plus profonde. Et c'est pourquoi, après, il y avait une révolution de 2014. Oui, parce que, rappelons-le, il y a eu un coup d'État préparé, soutenu, financé par les Occidentaux, notamment les États-Unis, qui a renversé le président élu démocratiquement en Ukraine. C'est ça? Il y a eu un coup d'État. Absolument, parce que monsieur Viktor Yanukovych, qui était un candidat pro-russe, mais il n'était pas pro-russe parce qu'on a beaucoup de problèmes dans les relations entre monsieur Poutine et monsieur Yanukovych, mais quand même, ce candidat-là, il a été élu en 2010 parce que M. Yushchenko, qui représentait l'Occident du pays, il a commis beaucoup d'erreurs. Et c'est pourquoi il n'était pas réélu en 2010. Et avec M. Yushchenko, il était élu démocratiquement et vraiment, c'est cette révolution du Maïdan, deuxièmement, 10 ans après la première révolution, oui, il était financé par les pays occidentaux, notamment par l'Allemagne, la France et la Pologne, parce qu'ils ont donné beaucoup d'assistance aux oppositions qui a utilisé les armements contre la police, contre l'armée et contre M. Yanukovych. Mais M. Yanukovych, il n'était pas un homme politique fort, il était très faible. Oui. Et c'est pourquoi il a décidé juste de partir et il a to flee. Il a fui. Oui, il a quitté, oui, parce que sinon on allait le tuer. Il a quitté l'Ukraine, oui. Il a été l'Ukraine pour en exil. En exil, exactement. Et c'est pourquoi ces opposants, ils ont gagné la victoire. Et dès le 2014, c'est M. Poroshenko, représentant un anti-russe. Anti-russe, oui, qui devenait le président très anti-russe. Oui, même par rapport à M. Yushchenko. Oui, d'ailleurs, pour passer à la prochaine question, il faut savoir que ce monsieur que tu viens de citer faisait des crimes contre l'humanité sur les populations dans le Donbass, parce que il le disait ouvertement. Pour lui, les populations dans le Donbass, soit ils fuyaient,
soit ils allaient mourir. Il disait même que il est hors de question de les laisser voir la lumière du jour, en gros tellement que ils bombardaient le Donbass. Les populations étaient obligées de vivre dans la cave, sous terre, etc. Et lui, ça le, comment dire, il aimait cela, il se vantait de commettre des atrocités sur les populations dans le Donbass, tout simplement parce que c'est des populations russophones, en fait. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui ce conflit n'a pas commencé comme les médias occidentaux